Sylvain Coilin est un professeur dans le domaine des systèmes énergétiques et dirige le groupe de recherche ICES à l'Université de Liège. Ses recherches se concentrent sur la modélisation de la transition énergétique, y compris l'intégration des énergies renouvelables, des systèmes de chauffage et de refroidissement et des véhicules dans les réseaux énergétiques. Ses travaux s'étendent à la recherche interdisciplinaire sur la suffisance énergétique, incorporant le comportement humain dans la modélisation de la demande au sein de l'Union européenne et dans les pays en développement. Il a acquis une riche expérience internationale grâce à des postes occupés dans des institutions de premier plan comme le MIT, la TU München, la KU Leuven et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Auteur prolifique, il a contribué à plus de 150 publications dans des conférences et des revues scientifiques. Il est également un acteur majeur dans le développement d'outils de modélisation énergétique en open source et un membre actif d'organisations qui promeuvent les pratiques de science ouverte dans la recherche. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Switch, donc les podcasts de la Faculté de Polytechnique de Bruxelles. On va parler aujourd'hui de transition énergétique. Donc, vous êtes chercheur au sein de l'Université de Liège et vous travaillez dans le service de recherche qui est dédié au système énergétique intégré et durable. Donc, une première question pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les défis majeurs liés à l'intégration des énergies renouvelables sur nos réseaux ? Ouais. Avant de directement répondre à votre question, oui. Il y a quand même une distinction que j'aime bien faire et qui, je pense, est importante. C'est la distinction entre ce qu'on entend par réseau. Donc souvent quand on réfléchit énergie renouvelable, transition énergétique, en fait ce qui vient à l'esprit c'est une éolienne, un panneau solaire. Et donc en fait là on parle d'un vecteur énergétique qui est l'électricité. Or l'électricité ce n'est qu'environ 25%, un peu moins, de la consommation finale d'énergie en Belgique, mais c'est pareil en Europe. Et donc il reste toute une partie du système énergétique qu'il faut aussi considérer, qu'il faut aussi décarboner. Et donc j'aime bien faire cette distinction-là parce que les défis ne sont pas du tout les mêmes au niveau électricité ou au niveau, disons, énergie de façon plus générale. Alors en fait au niveau électricité, si je commence par là, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est en fait la partie la plus simple à décarboner. Pourquoi ? Parce qu'on a les technologies, on sait qu'elles existent, principalement l'éolien et le solaire, et surtout on est arrivé à un point, là maintenant, depuis quelques années, où ces technologies-là sont devenues les moins chères dans tout le panel des solutions qu'on a. Donc c'est moins cher que le nucléaire, c'est moins cher que les centrales au gaz, au charbon, etc. etc. Et donc finalement, même si on arrêtait d'avoir des politiques volontaires, etc., mais finalement les forces du marché pourrait contribuer à décarboner le système électrique. Alors après, on peut passer au système énergétique, et là, ce n'est pas aussi évident, pas pour tous les secteurs en tout cas. On a d'abord des secteurs comme le transport, la chaleur, qui sont assez simples finalement à décarboner, mais de nouveau via l'électricité. Donc pour le transport, finalement, la solution, on la connaît, c'est de passer par des véhicules électriques. Et donc ça nous permet de nous affranchir des importations de pétrole. Pour la chaleur, c'est principalement, si on simplifie un peu, c'est les pompes à chaleur, un petit peu les réseaux de chaleur. Donc ça c'est une deuxième partie finalement où ça fonctionne assez bien. Et puis après on a toute une série de secteurs qui sont ceux qui sont les plus difficiles à décarboner. Et là on rentre dans des secteurs comme l'industrie, si on pense par exemple à l'industrie du ciment en Belgique qui est assez puissante. On rentre dans des secteurs comme l'aviation, où là on n'a pas vraiment encore de solutions. On connaît les solutions techniques, mais elles ne sont pas encore vraiment implémentées ni implémentables dans le système actuel. Et donc les solutions qu'on prévoit, qu'on voit, c'est plutôt de passer par des vecteurs comme l'hydrogène, qui pour le moment ne sont pas encore rentables, qui sont assez compliqués à produire. Mais donc à partir d'une économie d'hydrogène, on arrive notamment à décarboner l'acier par exemple. Bon, pour le ciment ça ne fonctionne pas, mais ça pourrait fonctionner pour l'aviation. Voilà, ce genre de solutions-là. C'est des solutions mais qui ne sont pas encore d'actualité là maintenant. On parle plutôt de 2035, 2040, 2045. Okay. Donc je vais juste revenir sur une des choses que vous avez dit. Donc, vous avez parlé du transport et donc de passer par exemple à l'électrique. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé pour uniquement les déplacements quotidiens chez les particuliers ou vous parlez vraiment de transport plutôt à large échelle ?
Ouais, donc on en parlera probablement par la suite. Donc nous on fait des modèles qui prennent en compte évidemment tous les types de transport en partant de la demande de déplacement finalement. Ce qu'on cherche à remplir, c'est une demande d'aller à point A à point B. Donc on quantifie en passagers kilomètres. Et donc ça passe par le transport individuel, mais aussi par les transports en commun. Et puis alors il y a le transport de fret qui est pas du tout négligeable. C'est un secteur qu'on oublie régulièrement et qui est vraiment important, surtout en Belgique avec les ports qu'on a, c'est le secteur de fret, notamment maritime. C'est vraiment un des gros consommateurs énergétiques de fuel en Belgique. Puisque vous avez parlé de modèles, justement, on va peut-être directement embrayer là-dessus. Donc, vous travaillez beaucoup justement sur le développement de modèles de transition énergétique. Et donc, souvent, quand vous travaillez là-dessus, vous essayez d'apporter aussi une composante interdisciplinaire. Donc, en amenant en fait la composante humaine dans les réflexions et dans les modèles. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui. Peut-être expliquer un peu déjà comment fonctionnent les modèles qui servent à faire, je ne sais pas moi, la EU Roadmap jusqu'à 2050. Ce sont des modèles mathématiques d'optimisation qui prennent en compte tous les secteurs et qui cherchent à minimiser les coûts. Alors la grosse majorité de ces modèles-là, comment est-ce qu'ils considèrent la demande? Le plus souvent, si je simplifie un peu, c'est une demande fixe. Donc on considère que la demande en 2025, elle est d'autant, et puis elle va évoluer, disons, avec l'évolution du PIB. Donc ça, c'est une façon de faire. On peut un peu améliorer ces modèles-là en supposant que cette demande-là, elle devient élastique. Et donc, en fait, les utilisateurs, ils varient la quantité qu'ils consomment en fonction des prix. Ça, c'est ce qui se fait dans des modèles, je ne rentre pas dans les détails, mais dans des modèles comme Primes, etc. Donc nous, on essaie d'aller un peu plus loin parce qu'en fait, on se rend compte que cette demande-là, déjà, elle n'est pas fixe et qu'en plus, elle est définie par des règles qui ne sont pas les règles économiques traditionnelles. On ne peut pas considérer qu'on a l'homo economicus qui définit la quantité qu'on va consommer. Et donc, on essaye de vraiment travailler sur cette partie de la demande et de comment cette demande pourrait évoluer dans le futur en fonction de tout un tas de paramètres. Et alors, une des choses qu'on est en train de modéliser, sur lesquelles on passe pas mal de temps, c'est la notion de suffisance. Et donc, on se dit, en fait, la demande, elle est ce qu'elle est, mais quelle serait la demande, une demande suffisante pour un certain niveau de bien-être qui correspond à ce qu'on a pour le moment. Et donc on quantifie ça dans chaque secteur, on se dit, ben voilà, il faudrait telle quantité d'électricité pour des véhicules individuels, pour des transports publics, etc. etc. Donc on essaye vraiment de travailler sur cette demande-là, de faire des scénarios et puis de les mettre dans les modèles pour voir l'impact que ça a sur le système énergétique plus global. Okay, donc quand vous dites suffisance, c'est bien suffisance donc énergétique, c'est bien ça. Donc c'est un concept qui est quand même assez nouveau dans ce genre de modèle. Je ne sais pas si vous avez envie d'en dire un petit peu plus là-dessus. Oui, en fait suffisance c'est une traduction de l'anglais. Donc en anglais on dit energy sufficiency et normalement en français on parle plutôt de sobriété, qui est un terme que j'aime un petit peu moins. C'est un terme assez pratique parce que sobriété peut s'opposer à ébriété, donc en fait on comprend bien le concept. Mais j'aime mieux le terme de energy sufficiency parce qu'en fait ça définit le niveau de biens et de services énergétiques qu'il faut consommer pour que tout le monde ait accès à un niveau de vie correct, décent. Et alors, on en parlera peut-être plus tard aussi, mais je travaille pour la Belgique, pour l'Europe, mais on travaille aussi dans les pays en développement. Et alors là, c'est intéressant de voir que quand on intègre le concept de suffisance, donc de energy sufficiency, en fait, on ne parle pas de sobriété, on parle en fait d'une augmentation de la consommation. Si je prends la Bolivie, qui est un pays sur lequel je travaille beaucoup, je ne connais pas les statistiques pour les consommations électriques, mais au niveau des émissions de CO2, là, les émissions par personne, c'est plus ou moins 1,6, 1,7 tonnes par personne, alors que nous, en Belgique, on est plutôt autour de 7-8, voire 10-15, si on prend en compte les émissions importées dans les biens qu'on importe. Et donc on voit vraiment que là, on a un même concept,
mais qui se traduit de façon complètement différente dans des situations différentes. Et c'est pour ça que j'aime bien ce concept de suffisance, de energy sufficiency, parce qu'en fait, ça permet d'harmoniser un peu cette évaluation des demandes, finalement, dans différents pays. Okay. Justement, les pays donc le travail que vous faites en Bolivie, on va y revenir un peu plus tard. Je voudrais d'abord un peu insister donc sur cette différence en fait sobriété-suffisance. Vous avez justement notamment récemment travaillé, donc il y a un rapport qui est paru en juin 2025 dans le cadre du projet Negawatt Belgium, donc où vous développez en fait un modèle de transition écologique pour arriver à une neutralité carbone d'ici 2050 en s'appuyant sur la sobriété. C'est comme ça qu'il est présenté. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi parler de là du coup de sobriété et pas de suffisance? Oui, je vais peut-être d'abord partir des constats et de ce qui nous amène à développer ce genre de scénario. Les constats, en fait, c'est des constats qui sont plus ou moins connus. Hein. Donc, on peut aller lire le dernier rapport, le 6e du GIEC, qui est très clair. On n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de 1,5 ou même de 2 degrés. Il y a ce que les experts appellent un implementation gap et un emission gap. Donc ça veut dire que emission gap, ça veut dire que les pays s'engagent à réduire leurs émissions, mais ces engagements sont insuffisants. Et en plus de ça, on remarque que les lois, les législations qui sont mises en place dans les pays ne sont pas suffisantes pour atteindre même ces engagements qui sont insuffisants. Donc ça, c'est le implementation gap. Et puis, de façon générale, il ne faut pas être expert pour voir que globalement, ça ne va pas dans la bonne direction, que la transition énergétique, elle a commencé, mais qu'elle est beaucoup trop lente. Que là, on a eu dans les derniers mois plusieurs sorties là, où clairement, la plupart des experts climatiques nous disent finalement l'objectif de 1,5 degré, il n'est plus atteignable. Et donc, il faut absolument commencer à réduire nos émissions là maintenant pour atteindre les 2 degrés. Mais c'est quelque chose qu'on dit depuis 10-15 ans. Et il y a 15 ans, le 1,5, il était toujours atteignable. Donc, globalement, on part d'un constat qui est assez pessimiste. Et puis, on se dit, mais voilà la situation. Et quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour essayer d'améliorer les choses, pour que la transition soit la plus efficace possible. Alors, celui auquel on pense tout le temps, c'est celui que j'évoquais tout au début, c'est les énergies renouvelables. Donc, on va mettre des panneaux solaires, des éoliennes. Donc ça, c'est vraiment ce qui vient à l'esprit en premier. En deuxième, c'est déjà un peu plus élaboré, mais on va se dire il faut augmenter l'efficacité énergétique. Donc on va se dire on va isoler nos maisons, on va essayer de faire des moteurs plus efficaces, des processus industriels qui consomment moins. Ce à quoi presque personne ne pense, c'est se dire finalement aussi ce qu'on peut faire, c'est juste réduire les demandes, réduire la quantité de biens, de services énergétiques dans ce cas-ci qu'on consomme. Et ça aura un impact sur tous les autres et sur le système énergétique. Et donc ça, c'est en partant de ce constat-là qu'on s'est dit, mais voilà, on va faire un scénario avec une association qui effectivement s'appelle Negawatt. C'est une association qui est présente en France depuis assez longtemps, qui est toute jeune en Belgique, où on va essayer d'évaluer un scénario de transition énergétique en Belgique, où on se dit, on joue aussi sur les demandes et on n'est pas en train de réduire par un facteur 10 la quantité de transport par exemple ou de chaleur, mais on essaye de les réduire de façon tout à fait raisonnable pour garder un niveau de vie complètement décent et confortable pour tout le monde, mais en évitant la surconsommation. Et c'est vraiment ça. Plutôt dans les applications en fait quotidiennes, donc de juste utiliser moins d'énergie. Oui, donc c'est surtout, il y a une partie qui est une chasse à l'énergie qui n'est pas nécessaire de consommer, et puis alors il y a toute une partie qui est plus liée aux infrastructures, où on se dit, en fait, est-ce que ça vaut vraiment bien la peine de déplacer quelques tonnes de métal pour transporter une seule personne? Ce n'est pas ce qui est le plus efficace. On va essayer de faire un shift modal vers plus de transports en commun. Mais de nouveau, en restant tout à fait réaliste, on sait très bien que les transports en commun ne fonctionneront pas pour les petits villages isolés, qu'il y aura toujours des véhicules individuels. Donc on essaie vraiment de travailler sur ce genre de levier-là. Et je vais prendre peut-être d'autres exemples. Si je garde le transport, on va supposer que le taux d'occupation moyen, par exemple des véhicules, il va augmenter. Pour le moment, on est plus ou moins à 1,2
passagers en moyenne par véhicule. Et nous, on suppose qu'il y aura beaucoup plus de covoiturage. Et donc, on passe à 2, si je me rappelle bien ce qu'on a mis. On peut supposer, de nouveau ça c'est intéressant, on peut supposer que la taille des véhicules, qui est plutôt pour le moment en train de grossir, mais en fait on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc on peut s'imaginer que la taille des véhicules diminue. Et donc là ça c'est de la sobriété. Et en plus de ça, si on électrifie ces véhicules-là, leur consommation, leur efficacité diminue. Donc là on voit bien ce binôme efficacité-sobriété. Si je prends un exemple plutôt dans le domaine du résidentiel, du chauffage, on va supposer que la taille moyenne habitable par habitant en Belgique, elle n'a fait qu'augmenter ces dernières années. On ne suppose pas qu'elle diminue, mais on suppose qu'on s'arrête là. Donc on arrête d'augmenter la surface chauffée par habitant. Ce qui est globalement relativement réaliste finalement, hein. On suppose que les thermostats sont diminués d'1 degré. C'est des mesures dont on avait beaucoup parlé pendant la crise ukrainienne, l'invasion de l'Ukraine, parce qu'on avait tous les problèmes de gaz. Donc c'est un concept qui a beaucoup été discuté à ce moment-là, puis qui a un peu retombé depuis. Et alors, je voudrais juste poser une petite question. Donc, quand on parle de sobriété, il y en a qui ça fait toujours peur parce qu'il y a des gens qui associent ça un peu avec la décroissance. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va d'office de pair ou pas? Oui, donc ça c'est une excellente question qu'on me pose souvent. Et déjà, je veux vraiment commencer par dire que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc là, je réponds plus ou moins en tant que citoyen. Et globalement, j'ai pas de réponse définitive. Il y a une des choses qu'on peut déjà remarquer quand même, c'est que une croissance exponentielle dans un monde fini, ça paraît quand même un peu antinomique. Donc, un exemple que je prends toujours avec mes étudiants, si on a une croissance de 3% par an, après 25 ans, ça veut dire un doublement de l'économie. Donc, ça c'est très simple à calculer. 1,03 exposant 25, ça fait plus ou moins 2. Ça veut dire qu'après 50 ans, on est à x4. Après 75 ans, on est à x8. Après 100 ans, on est à x16. Donc on voit bien quand même que ça paraît compliqué, dans une économie qui croît exponentiellement, de se dire qu'on va réussir à ce que l'exploitation des ressources et la pollution qui en découle puisse être réduite à presque zéro. Ça paraît compliqué. Bon, voilà, donc ça c'est le concept en gros de découplage qui est beaucoup discuté, notamment par tous les partisans de la croissance verte. À côté de ça, donc ça c'est plutôt une perspective à très long terme. À plus court terme, ce qu'on propose, ce n'est pas du tout de la décroissance, c'est plutôt une redéfinition, une redirection des ressources depuis la consommation vers des investissements qui sont beaucoup plus utiles pour la transition énergétique. Donc en fait, et ça crée de la croissance en fait. Et donc on consomme moins de biens globalement inutiles, donc peut-être qu'on va avoir 2 TV par ménage à la place de 3, mais les économies qu'on a pu faire, on peut les réinvestir dans la transition énergétique, dans la création d'infrastructures, dans les réseaux électriques, qui ont besoin d'énormément d'investissements et qui vont créer de la croissance. Donc en fait, je ne suis pas en mesure de dire si au final les scénarios qu'on propose, ce sont des scénarios qui augmentent ou qui diminuent la croissance. À mon sens, c'est plutôt, on a besoin de croissance économique et ça va générer de la croissance économique, cette transition, parce qu'on a vraiment besoin d'investir de façon massive et importante dans cette transition. Okay. C'est un point de vue intéressant. Et toujours dans ce scénario, donc on parle toujours du scénario négawatt. Donc, j'ai lu que vous excluez toute source d'énergie nucléaire. Pourquoi ce choix? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Okay. On ne l'exclut pas. Donc, en fait, on a un modèle où, comme ce que j'ai expliqué avant, hein, où on adapte les demandes, etc. Et puis après, on laisse le choix au modèle de sélectionner dans tout le panel des solutions technologiques pour réaliser les objectifs, en gros, d'émissions à 2050. Hein. Et alors, on fait tourner notre modèle et puis on constate vraiment que en fait, le nucléaire n'apparaît jamais. Et donc, on se dit, mais bon, ok, on se demande pourquoi. Donc, on a fait une étude de sensibilité sur ça parce qu'on sait que c'est un sujet qui est quand même assez sensible. Il y a beaucoup de débats, notamment politiques, là-dessus. Et donc, on a fait une étude de sensibilité sur quel devrait être le coût d'investissement dans les nouvelles centrales pour qu'elles rentrent
et qu'elle soit considérée par notre modèle comme faisant partie de l'optimum économique. Et donc on arrive à un coût qui est autour de 5-6 000 euros par kilowatt. Et il faut savoir que ce coût-là, il est bien inférieur, malheureusement, je dirais, au coût d'investissement qu'on constate actuellement. Il faut savoir que les derniers EPR qui ont été construits, notamment Flamanville, on est plutôt à 15 000 euros du kilowatt. Donc on est à des coûts qui sont vraiment bien supérieurs. Alors si l'industrie nucléaire arrive à rabaisser ses coûts à des valeurs beaucoup plus raisonnables, pourquoi pas, ça pourrait rentrer, mais là on en est vraiment très loin. Il faut savoir aussi que l'énergie nucléaire, si on regarde l'historique, c'est plus ou moins une des seules dont le coût augmente plus on installe de la capacité. C'est une learning curve négative. Alors que plus on installe du photovoltaïque, plus le coût diminue. Et pareil pour l'éolien. Et donc, ce n'est pas vraiment un choix ni dogmatique ni idéologique, c'est plus vraiment un constat que c'est compliqué, c'est cher, d'investir et de mettre du nucléaire dans notre mix énergétique, même si, et ça c'est important comme de le dire, il y a toute une série d'avantages, notamment en termes d'indépendance énergétique, qui sont apportés par le nucléaire. Okay. Merci pour cette réponse, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui porte beaucoup controverse et sur lequel il y a beaucoup de débats, donc c'est intéressant de voir une autre facette de la discussion, donc où là c'est plutôt pour des aspects économiques au final que le nucléaire est exclu. Économique, alors je vais rajouter un petit élément, il y a l'argument économique qui pour moi quand même est prépondérant, et puis il y a l'argument du timing aussi. En fait, ça met beaucoup de temps de construire une centrale, à partir du moment où elle est prévue, on commence la construction, etc. Et alors c'est aussi un secteur qui se caractérise par des retards incroyables. Donc si je reprends mon exemple de Flamanville, si ma mémoire est bonne, la construction a commencé en 2007, elle devait se terminer en 2012. Là, on est en 2025 et le réacteur n'est toujours pas à 100% de sa puissance. Donc, il a été connecté au réseau fin 2024. Voilà, donc on est vraiment très en retard. Il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle, j'ai oublié l'auteur, mais qui s'appelle How Big Things Get Done, qui montre que le nucléaire, c'est vraiment le secteur où il y a le plus de retard et où il y a le plus de surcoût par rapport à plein d'autres secteurs, comme par exemple le développement du réseau électrique, les centrales classiques, le photovoltaïque. Et donc, c'est un deuxième argument qui me fait dire que c'est compliqué, parce que nous, nos réseaux électriques, on doit les décarboner plus ou moins pour 2040, en tout cas dans nos scénarios. Et 2040, c'est vraiment au plus tôt. Si on commence à construire une centrale nucléaire de troisième génération, elle arrivera en 2040 vraiment au plus tôt, quoi. Les Français ont commencé il y a un peu plus que 2 ans maintenant. Ils prévoient la première nouvelle centrale des 6 qu'ils veulent construire pour 2038. Donc voilà, ce timing-là ne nous permet pas d'assurer une transition énergétique efficace, disons, en tout cas d'ici à 2050. Et donc, on a parlé pas mal donc, de cette transition qui soit plus axée sur la suffisance, sur la sobriété, mais donc vous l'avez aussi évoqué un peu plus tôt. Donc il y a d'une part diminuer la consommation générale plus dans les habitudes, et puis il y a d'autre part en fait peut-être améliorer les systèmes, parce qu'aujourd'hui on perd aussi beaucoup d'énergie, notamment sous forme de chaleur. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour récupérer cette énergie, essayer de la revaloriser, diminuer les pertes? Quelles sont les pistes à ce niveau-là? Oui, donc là, on rentre dans la distinction que je faisais juste avant et qui est vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de confusion entre efficacité et sobriété. Et donc, efficacité, c'est vraiment on fait la même chose avec moins de ressources. Sobriété, c'est on ne fait pas la même chose, on fait moins. Donc, il faut vraiment distinguer ça et même, oui, c'est vraiment un concept qui est vraiment très flou pour beaucoup de gens. Donc ici, effectivement, si on parle d'efficacité, il y a aussi un potentiel qui est énorme en termes d'amélioration du système énergétique en général. Mais c'est principalement dû à une limite, qui est une limite thermodynamique, qui est le rendement de Carnot, qui nous dit qu'en fait, quand on transforme des combustibles fossiles en électricité ou en puissance mécanique, on a un certain rendement qui est limité, et que le reste, on doit le rejeter sous forme de chaleur. Et le système énergétique actuel, il est basé principalement sur les combustibles fossiles, qui sont transformés en énergie utile. On estime, donc on a fait les calculs avec un doctorant de mon équipe, qu'au niveau de l'Europe, il y a environ 2/3 de l'énergie primaire qui est perdue sous forme de chaleur,
qui n'est pas utilisé. Alors, ce qu'on propose et ce que la grosse majorité des scénarios de transition proposent, c'est finalement d'améliorer toute cette chaîne de conversion en passant par un autre moyen qui est beaucoup plus efficace et qui est en fait l'électrification. Donc on va essayer, au lieu de passer par la chaîne combustible fossile, combustion, centrale, puissance mécanique et peut-être puissance électrique, on va plutôt passer par énergie renouvelable, voire peut-être même nucléaire, transmission de la puissance de l'électricité et puis utilisation dans différents process qui ne sont pas pour le moment électrifiés. Donc j'en ai parlé tout au début, ça pourrait être le transport. C'est aussi le secteur de la chaleur. On peut imaginer toute une série de processus industriels, ceux qui ne travaillent pas à trop de température, qui peuvent être électrifiés, notamment via des pompes à chaleur. Et donc, en faisant ça, on peut montrer, c'est assez simple, qu'en fait, on réduit d'un facteur très très important la quantité de pertes qu'on a, et que donc, on peut assurer la même quantité de services avec beaucoup moins d'énergie primaire que dans notre système actuel. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. On n'a pas besoin de remplacer toute la quantité d'énergie qu'on apporte, parce qu'en fait, si on transforme notre système énergétique, si on l'électrifie, en fait, on a besoin de beaucoup moins d'énergie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aussi est globalement assez mal compris en général. Oui, ok. Merci. Donc, vraiment faire la distinction donc, entre ces deux points, c'est ça, donc sobriété et puis efficacité. Ouais, et qu'il faut travailler sur les deux, évidemment. Et il faut travailler sur les deux. Ça va. Pour finir un peu sur un dernier point, donc on a abordé aussi brièvement un peu plus tôt, donc le cas de la Bolivie. Donc vous travaillez aussi sur le développement de modèles de transition énergétique dans les pays du Sud, dans les pays en voie de développement, et donc notamment sur la Bolivie. Et vous observez quand même des grosses différences. Vous l'avez dit tantôt un peu. Donc eux, quand on parle de transition, même ça va être peut-être augmenter en fait la quantité d'énergie consommée. Donc comment est-ce que vous arrivez, est-ce que vous utilisez les mêmes modèles? Comment transposer un modèle qu'on développe ici pour des réalités là-bas? Comment est-ce que vous prenez en compte les enjeux sociaux et une transition aussi juste, donc qui ne soit pas que énergétique, mais aussi liée à l'humain, donc dans ce genre de pays et dans ce genre de contexte? Oui, effectivement. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille avec des pays en développement. On parle de la Bolivie, on travaille aussi avec Cuba, le Bénin. Et donc, notre idée à la base, c'était de se dire, en fait, il y a très peu dans beaucoup de ces pays-là de connaissances, de know-how, d'expérience pour faire des scénarios énergétiques. Et donc, on s'est dit, en fait, on va prendre nos modèles, ils fonctionnent très bien, ils sont open source, donc tout le monde peut les télécharger, et puis on va les appliquer à la Bolivie. Et on se rend compte que ça ne fonctionne pas forcément bien. Il faut en fait les adapter. Donc, il y a toute une série de raisons pour ça. Peut-être en citer quelques-unes. C'est qu'on est la première, c'est qu'on est dans des pays qui sont avec une densité de consommation qui est très faible. Et donc, par rapport à la Belgique, si je restons sur la Bolivie, on a plus ou moins la même population que la Belgique, mais le pays il est 30 fois plus grand. Et donc ça a plein d'applications. Ça veut dire que, en fait, si on veut amener, prenons le cas de l'électricité à tout le pays, ça va coûter de 30 fois plus cher. Donc ce n'est pas du tout réaliste. Il faut passer sur une autre façon d'électrifier l'entièreté du pays. Et donc on va commencer à travailler sur des micro-réseaux ou bien même des systèmes individuels. Donc ça c'est une des raisons, vraiment densité de consommation qui est beaucoup plus faible. Une autre caractéristique qu'on essaye de prendre en compte, mais c'est pas facile, c'est qu'on est dans des pays où l'accès au capital est très difficile, beaucoup plus compliqué. Donc il y a les banques de développement, etc., qui fournissent des investissements à un coût qui est relativement correct, mais avec des délais très longs, des grosses charges administratives. Là où nous, on fait un investissement énergétique, on met un taux d'escompte, un discount rate d'environ 6%, mais en fait on est obligé de le mettre beaucoup plus haut dans les pays en développement parce que l'accès au capital est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent aussi. Et donc là, on travaille avec des taux d'actualisation qui sont beaucoup plus élevés. Oui, alors une autre caractéristique peut-être encore, c'est on est aussi dans des pays où, de façon générale, les ressources en énergie renouvelable sont bien supérieures à celle de, par exemple, la Belgique. Donc on l'a dit, on a beaucoup plus de place. Je garde mon exemple de la Bolivie, mais là, il y a une
un potentiel pour de l'énergie photovoltaïque qui est quasi infini au sens du système énergétique. Il y a aussi il y a plusieurs régions. Il y a toute une région qui est très adaptée à l'éolien. Il y a même un endroit où ça s'appelle l'Altiplano, qui est au-dessus de 4000, 5000 mètres, où il y a énormément de géothermie, il y a des geysers. Donc ça, c'est quand même, ça nous rend un peu jaloux, quoi, parce qu'ils ont vraiment une quantité de ressources qui est là, et qui par contre est complètement inexploitée. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que quand on va discuter dans les ministères là-bas ou dans les entreprises énergétiques, en fait, ça ne les intéresse pas trop, les renouvelables. Il y a une espèce de vision de la modernité. Je caricature un peu, mais quand même, c'est quand même ça transpire un peu de discussions qu'on a. C'est la modernité, c'est des grosses centrales, par exemple au gaz. Et donc, c'est assez compliqué. C'est un vrai travail de conviction d'aller dire, ben, en fait, vous n'avez pas besoin d'investir dans les centrales au gaz, même dans les centrales nucléaires. En fait, vous avez tellement de ressources et les renouvelables sont devenus tellement peu chers qu'en fait, vous avez tout avantage à ne pas suivre le chemin que nous, on a suivi, mais de passer directement à un système complètement renouvelable et complètement décarboné. Ça, c'est un concept, en anglais, on dit leapfrogging. Donc, c'est vraiment un saut de grenouille pour éviter toute cette... tout ce chemin que nous on a suivi et qui finalement est pas du tout... ouais, c'est ça. Ok, et donc c'est ça. Donc il y a aussi une conscientisation, un peu une sensibilisation en fait à ça qui doit être instaurée. Donc j'imagine que la composante culturelle aussi est pas évidente. Donc c'est des pays qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes que nous non plus. Donc je sais pas, tout ce qui est par exemple dans vos modèles au niveau du transport, au niveau, vous parliez tantôt du chauffage, etc. C'est des trucs qui vont être complètement différents, j'imagine. Pour ce genre de pays. Oui, il y a plein de spécificités locales. Alors je pourrais donner plein d'exemples. Oui. Effectivement, il faut essayer de les prendre en compte. Il y a des aspects plus sociaux qu'il faut essayer d'intégrer. Et donc, allez, un exemple qui là par contre va plutôt contre la transition énergétique, c'est les subsides aux combustibles fossiles. Donc, la plupart de ces pays-là, ils subsidient le diesel, ils subsidient l'électricité aussi, mais principalement les combustibles fossiles. Et c'est tout à fait compréhensible parce qu'en fait, c'est des mesures tout à fait sociales. Donc, les gens, ils en ont besoin pour le transport. Et donc, si on prend le cas de la Bolivie, le litre de diesel est plus ou moins à 50 cents. Donc, c'est vraiment pas cher. Mais donc, du coup, nous, notre message et nos modèles qui nous disent que les renouvelables sont les moins chers, c'est plus du tout valable. Parce qu'en fait, si on a un générateur diesel avec du diesel subsidié, on ne joue pas dans la même catégorie. Et donc, les gens préfèrent continuer à utiliser ça. Donc, cette question des subsides, elle est très complexe. Et pourtant, dans les ministères, ils en sont très conscients. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sortie. Donc, je pense que c'était en 2011 ou 2012, Evo Morales avait essayé en Bolivie de diminuer les subsides aux combustibles fossiles, et tous les gens étaient dans la rue. Et finalement, il a dû se rétracter. Pareil en Équateur en 2019, ils ont essayé de diminuer, ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc ça, c'est un problème qui est vraiment très compliqué, pour lequel j'ai pas vraiment de solution, mais à part dire il faut vraiment essayer de en même temps diminuer les subsides, il faut aussi une politique de redistribution pour pas que les couches de revenus inférieurs soient trop impactées. Donc mais c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, qui est à prendre en compte effectivement, par exemple. Ouais, donc c'est encore de nouveau revenir un peu à, je pense, un concept assez général de transition juste, donc en même temps transitionner au niveau énergétique, au niveau ressources, mais de quand même toujours intégrer la composante sociale, parce que sinon on n'y arrivera pas. Je pense que c'est un beau message pour finir aussi. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose là-dessus, ou sinon j'ai une dernière petite question. Allez, peut-être pour ajouter à la composante sociale, parce on essaye de travailler là-dessus, hein, tant bien que mal. Il y a un autre défi aussi, c'est qu'on est aussi dans des zones, si on parle des pays en développement, et en particulier de la Bolivie, où il y a toute une série de communautés qui n'ont jamais eu accès aux formes modernes d'énergie. Donc le réseau n'y arrive pas, il n'y a pas d'électricité. Et donc, l'idée, c'est quand même qu'on a un but d'accès universel, notamment à l'électricité.
Et donc on essaie de le faire et on se rend compte qu'en fait c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre parce que, un simple problème, si on veut créer un micro-réseau dans une communauté isolée, il faut qu'on puisse prédire la demande. Mais en fait, cette demande-là, elle n'existe pas pour le moment. Donc on est obligé de l'évaluer. Donc on va faire des enquêtes, on va parler aux gens et ils nous disent oui, on ne sait pas très bien ce que c'est l'électricité, mais on pense qu'on utilisera ça. Et puis alors on crée le micro-réseau et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Donc la demande, elle est surévaluée, sous-évaluée. Et en fait, on se rend compte que d'un point de vue économique, c'est très compliqué du coup pour le micro-réseau. Donc on essaie de travailler sur ça pour essayer vraiment de comprendre le fonctionnement des gens, comment la demande évolue aussi au cours du temps, hein, puisque c'est pas on a accès à l'électricité, bim, on a une demande qui est fixe, non, c'est quelque chose qui évolue. Donc on essaie de travailler aussi pas mal sur ça, et c'est aussi une spécificité, je trouve, des pays en développement par rapport à l'Europe, par exemple. Merci beaucoup pour cette information, Stasiu. Pour conclure, est-ce qu'il y aurait une petite phrase ou une citation que vous auriez envie de partager, voilà, quelque chose qui vous parle avec nos auditeurs et auditrices pour terminer cette interview? Oui, peut-être une, je trouve qu'il résume bien un peu la discussion qu'on vient d'avoir. C'est une phrase de Gandhi, alors je ne pense pas que je saurais la redire très exactement, mais globalement, elle dit en anglais The world has enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Et donc ça veut dire le monde peut fournir pour les besoins de tous, mais pas pour la cupidité ou pour l'avidité de tous. Et donc je trouve que ça c'est vraiment, allez, ça résume bien ce qu'on essaye de faire et se dire qu'il faut que tout le monde arrive à un niveau de vie suffisant, on revient au concept de la suffisance, mais il faut aussi éviter la surconsommation, notamment des tranches les plus riches, quoi, hein. Quand on sait que c'est 1% des personnes qui consomment 50% des vols, par exemple, dans le monde, on se dit que ça pourrait quand même être un peu réduit. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle citation et merci pour l'interview et à bientôt. Avec plaisir, merci.